L'épisode commence avec Shiv, inquiet, parlant à Pratap. Il lui demande pourquoi il a précipité les choses. Pratap, un peu hésitant, lui répond qu'il ne voulait pas manquer leur propice. Alors, l'autre gendre intervient calmement et leur conseille de commencer les rituels. Il précise que Shiv doit être celui qui allume le bûcher. Le prêtre acquiesce d'un signe de tête. Shiv, le cœur lourd, se déshabille pour se préparer à ce moment sacré. Un moment qu'il redoute mais qu'il doit accomplir pour honorer son défunt père. Avec gravité, il prend la mèche des mains de Pratap et la tend vers le corps inerte de son père, son regard rempli de douleur. Le gendre, cherchant à maintenir l'ordre, parle à Pratap et lui conseille de ne pas dépasser son rôle. Mais Pratap, figé dans son silence, ne répond pas. Enfin, dans un geste solennel, Shiv met le feu au bûcher, les flammes s'élevant comme un dernier adieu. Pendant ce temps, de l'autre côté, Ganga entre dans la maison, accompagnée d'une femme. Elles échangent quelques mots avant que cette dernière l'amène dans une petite chambre modeste. La femme s'excuse pour le décor un peu simple mais promet que, bientôt, Ganga sera accueillie comme le veut la tradition de la famille déjà. En ouvrant les volets, la lumière inonde la pièce, et Ganga, d'un geste lent et chargé de timidité, retire son voile. La femme, surprise de voir son visage, lui rappelle de ne pas se montrer, surtout devant sa belle-mère. Intriguée, Ganga demande alors qui est cette belle-mère. La femme, avec une pointe de gravité, lui répond que c'est Madame Safitri, la mère de Shiv. Ganga, visiblement perplexe, explique que la femme qu'elle a rencontrée l'a traitée comme une simple servante. La femme, choquée par ces paroles, l'avertit de ne jamais parler ainsi. Elle lui dit que Ganga lui rappelle étrangement Barvanti et qu'elle finira par accomplir ce qu'elle a commencé. Ganga, surprise par cette comparaison, s'excuse rapidement et demande pardon pour ses paroles déplacées. La femme la rassure doucement, lui disant qu'elle peut tout lui confier. Alors que la femme s'éloigne, Ganga, hésitante, lui demande comment elle doit l'appeler. Avec un sourire bienveillant, la femme répond « Daïma ». Touchée par la douceur de sa voix, Ganga murmure que cette voix est celle d'une mère, celle à qui elle pourrait tout dire. Daïma, émue, sourit et s'en va, laissant Ganga seule, mais apaisée, un doux sourire flottant sur ses lèvres. De l'autre côté, Safitri est assise dans sa chambre, feuilletant des carnets, son visage marqué par la tristesse. Elle entend des pas s'approcher, et dans un geste précipité, elle range ses carnets avant de s'asseoir sur son lit, feignant de pleurer. Shiv entre dans la pièce, son cœur lourd de culpabilité. Il s'approche, tente maladroitement de réconforter sa mère et lui confie, dans un murmure brisé, qu'il espère qu'un jour, elle pourra lui pardonner de n'avoir rien pu faire pour sauver son père. Safitri, le regard dur et froid, contemple son fils avec mépris avant de reprendre son rôle de mère éplorée. Shiv, déterminé, se redresse et fait une promesse solennelle. Aujourd'hui, je te fais la promesse, mère, de toujours te rendre heureuse. Puis, avec une douleur visible, il quitte la pièce. Une fois seul, Safitri cesse aussitôt ses larmes, s'essuie le visage et respire profondément, laissant apparaître un tout autre visage, froid et calculateur. Dans le salon, Shiv est perdu dans ses pensées. Il repense aux derniers mots de son père avant de mourir, au moment où il a allumé le bûcher, et à sa mère qui lui a reproché de n'avoir rien pu faire pour sauver son père, malgré sa présence. La culpabilité le ronge. Dans un geste désespéré, il enlève sa chemise et verse de l'eau glacée sur sa tête, comme pour tenter d'effacer cette douleur qui le dévore de l'intérieur. Daïma arrive précipitamment, son cœur serré en voyant Shiv ainsi. « Arrête, Shiv, tu vas tomber malade », s'écrie-t-elle, inquiète. Mais il ne l'écoute pas, il prend un autre seau d'eau, prêt à recommencer. Daïma, les larmes aux yeux, l'attrape par le bras. « Pourquoi te punis-tu ainsi ? Va te changer avant de tomber malade, je t'en prie. » Shiv, après un moment d'hésitation, cède à sa supplication silencieuse et s'en va, laissant Daïma pleurer seule dans le salon. De sa chambre, Ganga observe la scène depuis la fenêtre. Elle voit Shiv s'éloigner sous la pluie d'eau froide, le cœur lourd, mais reste silencieuse. Elle referme lentement les volets, troublée par ce qu'elle vient de voir. Pendant ce temps, dans une autre partie de la maison, Jonki se parle à elle-même, en train de fouiller à la recherche d'un sari. Pratap entre, l'air agacé. Jonki, le regard plein de malice, ne perd pas une seconde pour le provoquer. « Je sais déjà que tu as perdu la face devant ton demi-frère », lance-t-elle avec un sourire narquois, « et tu ne fais rien pour le détrôner. » Pratap, irrité, lui intime de se taire. « Je ne veux pas que ma mère entende ça. » Jonki, imperturbable, continue de parler, ses paroles se faisant de plus en plus venimeuses. Soudain, Safitri entre dans la pièce, imposant silence. Pratap se lève immédiatement pour l'accueillir et tente de s'expliquer, mais elle l'arrête d'un geste froid. « Je ne veux pas d'explication, dit-elle sèchement. J'ai déjà fait croire à Shiv que tout est de sa faute.
Elle s'approche de Pratap, son regard dur et calculateur. Demain, tu dois prendre le contrôle avant que Shiv ne se ressaisisse. Puis, elle tend une feuille de papier à son fils et quitte la pièce. Janki, curieuse, s'empresse de regarder la feuille. Ses yeux s'écarquillent. C'est une folie. Ta mère a perdu la tête avec tout ça. Pratap récupère la feuille sans un mot, mais ses yeux trahissent son trouble. La nuit tombe, et dans la chambre de Ganga, on frappe soudain à la porte. Ganga se réveille en sursaut. Qui est-ce ? Demande-t-elle d'une voix tremblante. Elle descend de son lit, se voile rapidement et ouvre la porte. Une petite fille se tient là, l'air furieux. Tu n'es pas ma maman, crie-t-elle en jetant des objets au visage de Ganga. Tu n'as pas le droit de voler mon papa. Tu dois partir de cette maison. La petite fille s'enfuit en courant, laissant Ganga désemparée. Elle essaie de la rattraper, mais en vain. Ganga retourne, le cœur serré, ferme la porte de sa chambre et s'assied sur le lit. Elle regarde son sari, perdue dans ses pensées, puis décide de se changer, essayant de chasser le malaise qui s'est emparé d'elle. De son côté, Shiv, tourmenté par la promesse qu'il a faite à son père, erre dans la maison. Ses pas le mènent devant la chambre de Radhika, dont la lumière est encore allumée. Il s'approche silencieusement et la trouve assise dans son lit, tenant son nounours et chantant doucement. Avec tendresse, il caresse les cheveux de sa fille. « Tu ne dors pas encore, Radhika ?» lui demande-t-il, la voix douce. Radhika lève les yeux vers lui, un air mélancolique sur le visage. « Je n'arrive pas à dormir, papa, alors je chante. » Shiv s'assied à côté d'elle. « Continue de chanter, alors, ma chérie. » Mais Radhika, les yeux pleins de tristesse, murmure « Maman me manque beaucoup. » Shiv, le cœur serré, lui répond doucement. « À moi aussi, elle me manque. » Radhika, soudain en colère, éclate. « Si elle te manquait vraiment, tu ne te serais pas mariée avec une autre. » Shiv, blessé par ces mots, essaie de lui expliquer calmement. « Je me suis mariée pour toi, Radhika. Ganga est ta belle-mère maintenant, et tu dois la respecter. Elle n'est pas là pour remplacer ta mère, mais pour t'aimer à sa manière. » Radhika reste silencieuse un moment, puis murmure. « Je veux juste que tu me chantes une berceuse. » Shiv commence à chanter doucement, mais Radhika l'interrompt rapidement avec un sourire espiègle. « Ne chante pas trop fort, sinon tu vas réveiller tout le monde. » « Je m'endormirai toute seule. » Elle se blottit sur les genoux de son père, qui continue de lui caresser doucement les cheveux, jusqu'à ce qu'elle s'endorme paisiblement. De l'autre côté, Ganga, encore bouleversée par son cauchemar, pleure silencieusement. Elle se demande pourquoi ses visions ne cessent de la hanter, pourquoi sa mémoire est si floue et pourquoi elle ne se souvient de rien. Le désespoir l'envahit alors qu'elle se couche à nouveau, tremblante, tentant de trouver un peu de répit dans le sommeil. Le jour se lève et Ganga ouvre les yeux, son esprit encore embrumé par les événements de la veille. Elle remarque un sari plié soigneusement sur sa table de chevet. Curieuse et quelque peu inquiète, elle se lève et sort de la chambre, cherchant à comprendre ce qui se passe. Alors qu'elle marche dans l'allée, Janki apparaît, un sourire sarcastique aux lèvres. « Ce sari, il était à moi avant que tu ne le portes », lance Janki avec malice, faisant allusion à la tenue que Ganga porte. « Montre-moi ton visage. » Mais Ganga, gênée et inquiète, refuse fermement. Daïma m'a dit de ne pas enlever le voile. Janki, imperturbable, tente de la convaincre. Ganga, déterminée à ne pas céder, recule d'un pas. Pourtant, dans un geste brusque, Janki retire le voile de Ganga et rit. Humilié, Ganga réplique, le regard rempli de contrariété. « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Vexé par le ton de Ganga, Janki enchaîne avec un discours empoisonné. « Je ne comprends toujours pas pourquoi ton père t'a choisi comme nouvelle mariée. Le jour de mon mariage, moi, j'avais apporté 30 grammes d'or. Et toi ? Tu n'as même pas apporté un sou, pas un seul vêtement digne de ce nom. » Ces paroles piquent comme des épines. Alors qu'elle continue à rabaisser Ganga, un homme arrive et interrompt Janki. C'est Kushal, le mari de Ria, la sœur de Shiv. Il salue Ganga avec respect et s'adresse à Janki. « On t'appelle ailleurs. » Janki, mécontente, s'en va en marmonnant, laissant Ganga seule avec Kushal. Ce dernier, d'un ton rassurant, lui dit « Ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Si tu as besoin de quoi que ce soit, considère-moi comme ton frère. » Ganga acquiesce, reconnaissante, et le remercie d'un sourire timide avant de retourner à l'intérieur. Peu après, Shiv arrive avec un docteur qu'il présente à Ganga. Le médecin entre dans la chambre et ferme la porte, laissant Shiv à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, le docteur sort, le visage grave. « Ganga souffre d'amnésie régressive », annonce-t-il à Shiv. « C'est une perte de mémoire temporaire, et il est impossible de dire quand elle retrouvera ses souvenirs. Cela peut prendre des jours, des mois, voire des années. » Il lui donne des médicaments et s'en va. Shiv,
perturbé par la nouvelle, entre dans la chambre pour parler à Ganga. D'une voix douce mais ferme, il lui demande de ne rien dire à la famille concernant son état. Avant de partir, il dépose une valise devant elle. Ganga, intriguée, ouvre la malle et commence à fouiller. Elle en sort quelques robes, mais quelque chose la trouble. Une photo tombe sur le sol, mais elle ne la remarque même pas. En examinant les vêtements, elle se demande pourquoi ils ne sont pas à sa taille. À cet instant, Daïma entre dans la chambre. Ganga se tourne vers elle, le cœur lourd. « Je me sens bizarre quand tout le monde m'appelle la femme de Shif. Je ne me souviens de rien. » Avoue-t-elle, la voix brisée. Daïma, avec tendresse, lui rappelle que son nom a toujours été Ganga, et que, comme la rivière sacrée du Gange, elle doit continuer d'avancer, peu importe les obstacles. Ces paroles réconfortent Ganga, qui finit par sourire faiblement. « Oh, tu as raison, Daïma. Je dois avancer. » Après le départ de Daïma, Ganga se prépare pour les funérailles de son beau-père. Elle s'habille avec soin, se maquille, puis se couvre le visage avant de rejoindre les autres. De l'autre côté, une jeune fille présente ses condoléances à Jonki. Peu après, Kushal rejoint Jonki et lui demande pourquoi elle est vêtue de cette manière. Pratap, quant à lui, discute avec le prêtre. Lorsque Shif arrive, il lui demande ce qui se passe. Pratap explique la situation, puis le prêtre intervient. Il est nécessaire que l'aîné de la famille porte le turban pour assumer les responsabilités. Safitri, avec une voix autoritaire, réprimande Pratap pour avoir négligé un point aussi important. Shif, toujours respectueux, demande au prêtre combien de turbans seront nécessaires. Le prêtre lui répond, et Shif envoie Kushal les chercher. Le prêtre continue d'expliquer qu'après la mort de son père, c'est à Shif de prendre les responsabilités familiales. Safitri, toujours implacable, demande où se trouve Ashi, sa voix trahissant une certaine inquiétude. Tandis qu'elle parle, une jeune fille arrive et dépose des lauriers sur la photo du défunt, en silence, honorant la mémoire de celui qui est parti. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.